On dit que la pire forme de solitude est celle qui survient quand on est encore entouré de gens. Mais personne ne parle de la douleur d'être rejeté par celui à qui on a donné la vie. D'être étiqueté comme folle, non pas pour avoir perdu la raison, mais parce que quelqu'un veut vous prendre tout ce que vous avez construit. Et dans mon cas, tout ce que j'ai construit l'a été avec du sang, des points de couture et des larmes. Et pourtant, mon propre fils a voulu effacer mon histoire pour garder ce qui m'appartenait. Avant de continuer, j'aimerais vous demander, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. C'est important pour moi de savoir jusqu'où cette histoire va porter. Et si vous sentez que d'une façon ou d'une autre, cette histoire vous touche, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules. Je m'appelle Françoise. Je suis née à la fin des années 50 dans un quartier modeste, mais plein de voisins qui prenaient soin les uns des autres. J'ai grandi en voyant ma mère élever 8 enfants avec une main à la casserole et l'autre au lavoir. J'ai appris très tôt à faire plus que ce dont j'étais capable. À 10 ans, je cuisinais déjà pour mon père. À 12 ans, je m'occupais de mes frères et sœurs. À 15 ans, je cousais des robes pour les femmes de la rue. À 17 ans, je suis tombée amoureuse d'un homme qui disait vouloir m'emmener loin de là. Il l'a fait. Mais il a aussi emporté ma paix. Dans les années qui ont suivi, je suis devenue mère de 2 fils. L'aîné s'est perdu très tôt dans la drogue, et le plus jeune, Philippe, a toujours fait ma fierté. Intelligent, il parlait bien, avait de bonnes notes. Je disais qu'il deviendrait docteur. J'ai tout fait pour lui. J'ai cousu pendant des nuits entières pour payer ses études. J'ai vendu des gâteaux devant l'école. J'ai fait des collectes avec les voisines pour acheter son premier costume. Quand son père est parti, ou plutôt a disparu, c'est Philippe qui m'a tenu la main. Il me disait qu'un jour, il me donnerait le monde entier. Je le croyais, parce qu'une mère croit. Avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à acheter ma maison. Elle était simple, mais avait un jardin, 2 chambres, une cuisine aérée. C'était mon château, et tout le monde savait à quel point j'en étais fière. Chaque carreau, chaque plante, chaque fissure, tout y racontait une partie de ma vie. Et c'est justement ce foyer qui est devenu la raison de la plus grande trahison que j'ai jamais vécue. Philippe a grandi, a fait des études, a trouvé un bon emploi. Il était toujours occupé. Mais il venait toujours me rendre visite, même à la hâte. Il apportait un gâteau de la boulangerie, s'asseyait au bord de la chaise, demandait comment j'allais et repartait vite. Je faisais semblant que ça ne me faisait pas mal. Mais ça faisait mal. Parce qu'au fond, on sent quand on commence à devenir visiteur dans sa propre maternité. Un jour, il a commencé à parler de sécurité. Il a dit que le quartier était devenu dangereux, que ma mémoire était défaillante, que j'oubliais les casseroles sur le feu. Il a dit qu'il était dangereux que je reste seule. J'ai dit que j'allais bien, que ma tête fonctionnait encore correctement, que ma maison était la mienne. « Maman, tu n'es plus aussi lucide que tu le penses, dit-il, d'une voix trop douce pour être sincère. À partir de ce jour, tout a commencé à changer. De petites confusions ont commencé à apparaître. Je laissais la clé au mauvais endroit, et le lendemain, elle réapparaissait sur la porte. Le robinet du lavoir restait ouvert. Des lumières allumées au milieu de la nuit. J'ai pensé que c'était de la fatigue. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends, tout était planifié. Philippe a commencé à venir moins souvent, mais quand il venait, il apportait toujours un ton d'inquiétude forcée. Une fois, il est arrivé avec une jeune femme qu'il a présentée comme psychologue. Elle m'a posé des questions étranges, notait tout, me regardait comme si j'étais une espèce exotique. « Madame Françoise, entendez-vous des voix ? Seulement celle de la radio, ma fille. Elle n'a pas ri. Elle a juste noté. » Après cela, j'ai reçu la visite d'un médecin. Il m'a à peine examiné, mais a aussi pris des notes. Je ne comprenais rien. J'obéissais simplement. Parce que j'ai grandi ainsi, en obéissant à ceux qui se disaient plus instruits. Quelques semaines plus tard,
On m'a appelé pour une consultation de routine. Philippe m'a emmené dans une voiture qui n'était pas la sienne. Nous sommes entrés dans une clinique blanche, froide, qui sentait fort le désinfectant. On m'a demandé d'enlever mes chaussures. On m'a fait signer un papier. Et là, à ce moment, sans que je m'en rende compte, j'ai signé ma propre sentence. J'ai été interné, sans avertissement, sans explication, sans choix. J'ai passé les 2 premiers jours dans une chambre blanche, sans fenêtre, sans horloge. On m'a donné des médicaments pour dormir. Je n'arrivais pas à comprendre. Personne ne m'expliquait rien. Quand je posais des questions, on me disait que mon fils avait autorisé. Quand j'essayais d'appeler, on me disait que mon état émotionnel ne permettait pas de contact. J'ai crié, j'ai pleuré. Et personne ne m'a entendu. Ils me regardaient comme si j'avais vraiment perdu la raison. Mais la seule chose que j'ai perdue, c'est la confiance en celui que j'aimais le plus. Peu à peu, j'ai compris où j'étais. Ce n'était pas une maison de repos, comme Philippe me l'avait dit quelques semaines auparavant, quand il essayait de me convaincre de quitter la maison pour quelques jours. C'était un hôpital psychiatrique, un de ces endroits que beaucoup de gens font semblant de ne plus exister. Mais ils existent, et à l'intérieur, les voix sont étouffées, les regards décrédibilisés et les douleurs traitées comme des exagérations. Le premier jour, on m'a donné un bracelet avec mon nom. Le deuxième, on m'a enlevé mes boucles d'oreilles. Le troisième, on m'a emmené dans une salle où un homme en blouse blanche m'a posé des questions, en griffonnant sur un bloc. Il ne me regardait même pas dans les yeux. Il ne faisait que noter, comme si ma parole était un bruit de radio mal réglé. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» Mon fils a dit que c'était juste une consultation. « Votre fils vous a amené avec une demande judiciaire de mise sous tutelle, Madame Françoise. Mise sous tutelle. » Ce mot a résonné en moi comme une sentence. Je n'ai pas compris immédiatement. J'ai demandé qu'on m'explique. Il a croisé les bras, m'a regardé fixement comme s'il allait enseigner l'alphabet à un enfant. « Vous avez été déclaré inapte à prendre soin de vous-même. Votre fils est maintenant votre tuteur légal. » Tuteur? Joli mot pour quelqu'un qui contrôle désormais tout. J'ai respiré profondément. Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait sortir de ma poitrine. Je me suis souvenu des conversations étranges lors des dernières visites de Philippe, de la femme qui m'avait analysé avec des yeux froids, du papier que j'avais signé sans lunettes, avec ma vue fatiguée et ma peur silencieuse. Tout prenait sens maintenant. Ou plutôt, tout s'intégrait dans son plan. Les jours suivants, j'ai vécu comme dans un mauvais rêve. Je me réveillais avec une infirmière, ouvrant la porte sans frapper. Elle me donnait un comprimé jaune et une vitamine sans goût. Je me sentais de plus en plus faible. Pas physiquement. C'était la pensée qui se flétrissait, la volonté qui se cachait. Le temps dans un tel endroit ne passe pas. Il tourne en cercle et vous tournez avec lui, étourdi, sans direction. J'ai rencontré d'autres femmes là-bas, certaines plus jeunes, d'autres plus âgées. La plupart étaient là pour les mêmes raisons. Personne ne voulait d'elles à proximité. Certaines avaient des enfants qui n'étaient jamais revenus. D'autres ne se souvenaient même plus si elles avaient une famille. Et c'est l'un de ces jours, assise sur le banc de la cour, que j'ai entendu Madame Élise dire « Le plus douloureux n'a pas été d'être traitée de folle. » C'était de réaliser que personne ne se souciait si je l'étais ou non. Elle avait les yeux creux et un calme triste. Elle m'a donné un morceau de papier avec un poème écrit à la main. Des vers courts, mais tranchants comme un rasoir. Je l'ai gardé caché dans l'ourlet de mon chemisier. C'était la seule chose qui avait du sens là-bas. Les semaines sont devenues des mois. J'ai reçu 2 visites de Philippe pendant cette période. Rapide, mécanique. Il arborait un sourire en plastique et un ton de voix trop doux pour être vrai. Il apportait des fleurs, comme s'il visitait une tombe. Lors de la 2e visite, j'ai risqué. « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Il a fait semblant de ne pas entendre. « Maman, c'est mieux pour toi ici. La maison demande beaucoup d'efforts.
Et ton état, tu dois comprendre. Je ne suis pas malade, Philippe. Il a détourné le regard. Il ne me regardait jamais longtemps dans les yeux. Tu as besoin de te reposer. Tu as pris ma maison, n'est-ce pas? Il est resté silencieux. Là, j'ai su. Je n'avais pas besoin de réponse. La visite a duré moins de 20 minutes. Et quand il a pris congé, il ne m'a pas touché. Il est parti comme on quitte une pièce qu'on ne veut plus visiter. Ce jour-là, j'ai pleuré. Pas comme les autres fois. J'ai pleuré profondément. J'ai pleuré pour la maison, pour les plantes dont je prenais soin avec amour, pour la machine à coudre qui avait encore du tissu pour quelques robes. J'ai pleuré pour la voisine qui frappait à la porte pour demander une recette, pour la bouilloire qui sifflait chaque matin. J'ai pleuré parce que j'ai réalisé que tout cela m'avait été arraché et qu'il n'y avait personne pour crier justice. Mais Madame Élise m'a tiré par le bras. « Ne te laisse pas abattre. Ils m'ont tout pris. Il te reste encore une chose. »« Quoi ? Ta vérité. » Cette phrase m'a illuminée. À partir de ce jour, j'ai commencé à observer davantage. J'ai prêté attention à chaque mot des professionnels. J'ai noté mentalement les horaires des médicaments. J'ai mémorisé les noms des patientes, des infirmiers, des équipes. J'ai commencé à feindre l'acceptation, que j'allais mieux, que j'étais calme, juste pour qu'on me donne un peu de liberté. J'ai obtenu du papier. J'ai obtenu un stylo. J'ai commencé à tout écrire, chaque détail, chaque conversation, chaque visite. Mon plan était simple, attendre le bon moment. Et quand il viendrait, montrer que celle qui semblait folle était en réalité quelqu'un de très lucide. J'ai commencé à écrire des lettres, une par une, adressées à des personnes en qui j'avais confiance à l'extérieur, une ancienne voisine, la couturière qui fréquentait le syndicat, une infirmière qui, une fois, m'avait dit tout bas que tout cela semblait injuste. Ce furent des semaines d'écriture clandestine, de cachette des lettres dans la doublure de ma chemise de nuit, jusqu'à ce qu'un soir, je réussisse à faire emporter les lettres par une employée, jeune et au regard bienveillant. Elle ne m'a rien promis. Elle a juste dit qu'elle essaierait. J'ai attendu. 2 jours, 1 semaine, 2, jusqu'à ce qu'un jour, à l'aube, une nouvelle médecin apparaisse. Elle ne m'a pas regardée comme les autres. Elle s'est assise au bord du lit et a dit « Madame Françoise, nous devons parler. » Elle avait reçu une copie des lettres, elle avait tout lu. Et plus que cela, elle avait enquêté. Philippe avait transféré la maison à son nom, 1 mois après mon internement. Il avait déclaré devant notaire que j'étais incapable. Il avait tout signé en tant que mon représentant légal. Et il avait loué la propriété à une agence immobilière qui y avait déjà installé une nouvelle famille. Mon sang s'est glacé. Mais elle a poursuivi. Nous entamons un processus de réévaluation. Si vous êtes d'accord, nous pouvons demander une commission médicale indépendante. Je n'ai pas hésité. Je veux. Maintenant. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Pour la première fois, non pas par peur, mais par espoir. Dans ma tête, martelait une seule certitude. S'ils ont essayé d'effacer mon histoire en me traitant de folle, c'est maintenant à mon tour de montrer que celui qui crie n'est pas toujours celui qui a perdu la raison. Le comité médical est arrivé en silence. Ils étaient 3 spécialistes, chacun avec une façon différente de regarder. L'un d'eux était trop silencieux. Un autre me posait des questions d'un ton presque mécanique. Mais la troisième, une femme aux cheveux courts et à la parole claire, me regardait avec une attention authentique, de celle qu'on trouve presque étrange quand on n'y est plus habitué. Ce fut 2 heures de conversation. Ils m'ont demandé de parler de ma routine avant l'internement. J'ai parlé de mes pains, de ma machine à coudre, des gâteaux d'anniversaire que je faisais pour les enfants du quartier. Ils m'ont interrogé sur ma confusion mentale. J'ai répondu avec précision. Date, nom, et même le montant exact de la dernière facture d'électricité que j'avais payée avant d'être emmenée. Quand j'ai terminé, la médecin m'a regardé dans les yeux et a dit « Si vous êtes ici, ce n'est pas à cause d'un délire.
c'est à cause d'une injustice. » Cette phrase m'a réchauffé la poitrine comme je ne l'avais pas senti depuis des mois. Pendant un instant, mon dos s'est redressé, comme si le nom qu'ils avaient essayé d'effacer, Françoise, avait été réécrit avec une encre ferme. La semaine suivante, j'ai reçu l'autorisation de marcher dans le jardin sans accompagnateur. J'ai senti l'odeur de l'herbe, le chant des oiseaux, et pour la première fois depuis longtemps, l'air m'a semblé respirable. Le corps était encore faible, mais la pensée, elle, courait. La médecin est revenue quelques jours plus tard avec une nouvelle. « Nous avons déjà le rapport, et il affirme que vous ne présentez aucun signe clinique justifiant un internement forcé. » J'ai respiré profondément. « Et maintenant, nous allons devant la justice. » Les procédures ont commencé. La médecin qui me soutenait a déposé une demande de révision de la mise sous tutelle. Une nouvelle audience serait fixée et j'aurais la chance de parler, de me défendre, de montrer que la folie, si elle existait quelque part, n'était pas dans mon esprit. Elle était dans l'avidité de celui qui avait utilisé son propre sang pour tromper celle qui n'avait su qu'aimer. Les jours précédant l'audience ont été agités. Même avec la certitude que tout se déroulait correctement, la peur rôdait autour de moi. Parce que quand on vous traite comme rien pendant assez longtemps, on commence à croire qu'on est peut-être vraiment devenu poussière. Mais Madame Élise, ma compagne de banc dans la cour, m'a rappelé « Tu n'es pas seule. Il y a trop de femmes dehors qui vivent ce que tu as vécu. Tu vas parler pour nous toutes. » Le jour de l'audience, j'ai été escortée jusqu'au tribunal. Cheveux attachés, vêtements simples, chaussures empruntées. Trop de lumière après tant de temps enfermé. On m'a placée dans une salle où mon avocat, un défenseur public recommandé par la médecin, m'a expliqué ce qui allait se passer. Philippe était là, en costume bien repassé, avec le regard de quelqu'un qui ne perd pas le contrôle. En me voyant, il a essayé de sourire. Mais cette fois, c'est moi qui ai détourné le regard. Je ne devais plus rien à cet homme. Quand on m'a appelé, je suis entrée avec les jambes tremblantes, mais le cœur dressé. Le juge m'a demandé de parler, et j'ai parlé. J'ai parlé de l'enfance de Philippe, des nuits où j'ai cousu sans dormir pour payer ses études, des après-midi où j'ai préparé son plat préféré même quand il ne venait pas. J'ai parlé de la clinique, des médicaments, du silence forcé. J'ai parlé de la maison, de la mémoire qu'elle gardait, de l'odeur des rideaux quand le vent du matin soufflait. Et enfin, j'ai parlé de la douleur. Votre honneur, je ne suis pas folle. Mais si je l'étais, ce serait à cause de tout ce qu'ils m'ont fait. Ce que j'ai vécu ne se guérit pas avec des médicaments. Ça se guérit avec la justice. Le juge a écouté en silence. Puis ce fut au tour de la défense de Philippe. Ils ont essayé de dépeindre un tableau de soins exagérés. Ils ont prétendu qu'il avait agi par zèle, qu'il voulait éviter les accidents, qu'il craignait pour ma sécurité. Mais les documents, les rapports médicaux, les signatures falsifiées parlaient battre plus fort. La décision est tombée une semaine plus tard. La tutelle a été suspendue. La propriété de la maison m'a été rendue. Et Philippe, poursuivi pour fraude et abus de tutelle. J'ai été libérée de la clinique le lendemain. Je suis sortie par la même porte que celle par laquelle j'étais entrée des mois auparavant, mais maintenant la tête haute. La jeune infirmière, qui avait emporté mes lettres, m'attendait dehors. Elle a souri et m'a dit « Je savais que vous en sortiriez entière. » À l'extérieur, la vie avait changé. Le voisinage était le même, mais la maison était différente. Nouvelle peinture, plantes arrachées, portail remplacé. La famille qui louait est partie sans faire d'histoire. Je suis entrée lentement. Je me suis assise dans le salon. J'ai regardé autour de moi et j'ai pleuré. Non pas pour ce qu'ils avaient pris, mais pour tout ce que je pouvais encore reconstruire. Peu à peu, j'ai repris ma routine. J'ai retrouvé la voisine de mon enfance. J'ai recommencé à vendre des gâteaux, à coudre, à être appelée tante Françoise par les enfants. J'ai tenu à raconter mon histoire à qui voulait l'entendre.
non par vengeance, mais parce qu'aucune femme ne devrait passer par ce que j'ai traversé en silence. J'ai été invitée à parler lors de cercles de discussion sur les droits des personnes âgées. J'ai discuté avec des assistantes sociales, des groupes de soutien, des étudiants. Dans chaque intervention, je répétais « On ne devient pas fou en vieillissant. On devient fou quand on essaie d'effacer notre histoire. » Sophie, oui, la même qui dirige maintenant un institut et coordonne des projets, m'a invitée à enregistrer un épisode du podcast Mémoire vivante. Et j'y suis allée. J'ai tout raconté, sans rien cacher. Et à la fin, elle m'a demandé « Que diriez-vous aux autres mères qui vivent cette menace ?» Et j'ai répondu qu'elle regarde dans les yeux de ceux qui disent s'inquiéter. Parfois, la fausse préoccupation a l'odeur de l'ambition. Cette semaine-là, j'ai reçu plus de 300 messages, de femmes comme moi, de fils repentants, de petites filles indignées, des gens qui disaient « C'est l'histoire de ma grand-mère, c'est l'histoire de ma mère, c'est mon histoire ». J'ai été émue par chacun d'eux. Sur la terrasse de ma maison, maintenant rénovée, j'ai écrit « Ils ont essayé de me faire taire avec un tampon, mais l'amour-propre que je portais dans chaque couture de ma maison a parlé plus fort. Et maintenant, ma voix ne tient plus entre quatre murs. » Après l'épisode du podcast, mon histoire a parcouru des chemins que je n'aurais jamais imaginés. J'ai été contactée par des journalistes, invitée à des tables rondes, citée dans des travaux académiques. L'une des interviews a été diffusée à la télévision nationale lors d'un reportage spécial sur la violence patrimoniale contre les personnes âgées. Là, pour la première fois, j'ai entendu mon nom mentionné non pas comme une victime, mais comme un symbole de résistance. L'équipe de l'émission est venue chez moi. Ils ont filmé dans la cuisine, dans le jardin où je plantais de la menthe, dans le salon où restaient les marques de la rénovation faite par ceux qui voulaient m'effacer. Ils m'ont demandé de montrer quelque chose qui avait résisté au temps. Je les ai conduits à un vieux coffre. À l'intérieur, ma Bible, une vieille photo de Philippe encore petit et la couverture en patchwork que j'avais cousue pendant les mois où j'étais internée. Ils ne le savaient pas, mais cette couverture était mon cri silencieux. Chaque point un souvenir, chaque couleur une cicatrice cousue avec patience. L'une des journalistes, jeune, avec des yeux qui brillaient d'indignation, m'a demandé « Pouvez-vous regarder votre fils aujourd'hui ?» La question était sincère, mais la réponse exigeait du calme. Je regarde, pas avec colère, mais avec clarté. Je n'attends plus rien. Ce qui a été fait ne peut pas être défait. Mais ça ne me définit pas non plus. Le reportage a été diffusé et dans les jours qui ont suivi, des lettres ont commencé à arriver. Certaines écrites à la main, d'autres tapées. Des gens que je n'avais jamais vus, de régions que je n'avais jamais visitées. Des femmes qui avaient affronté des situations similaires. Des hommes qui ont avoué s'être tus face à la souffrance de leur mère. Et même des fils qui ont dit « Vous écoutez m'a fait repenser à la façon dont je traite ma mère. » L'un de ces messages m'a marqué. C'était celui d'une adolescente de 15 ans. Ma grand-mère a été internée par mon oncle. Ils disent qu'elle dérangeait. Aujourd'hui, après vous avoir entendu, j'ai compris qu'elle voulait juste être près de nous. Merci d'être une voix pour ceux qui n'ont plus la force. J'ai gardé cette lettre dans ma Bible. Chaque fois que la peur tente de revenir, je la relis. Elle me rappelle pourquoi j'ai choisi de ne pas me taire. Avec la visibilité est venue aussi la responsabilité. J'ai été appelée à collaborer à un projet de loi visant à renforcer les sanctions contre ceux qui falsifient des mises sous tutelle ou des internements pour leurs propres bénéfices. J'ai rejoint des avocates, des procureurs et des militantes. Je ne comprenais pas les articles ou les termes juridiques, mais je comprenais très bien la douleur que ces situations causaient. Mon rôle était de montrer le côté humain de l'histoire, la douleur derrière le document. Dans l'une de ces réunions, une députée m'a dit « Madame Françoise, vous êtes la preuve vivante que les lois ne peuvent plus ignorer la vieillesse. » Je suis rentrée chez moi, le cœur réchauffé. Je savais que je ne pouvais pas tout changer, mais je pouvais être une impulsion pour ceux qui viendraient après moi. Dans la ville, l'impact était également visible.
La mairie a créé un groupe d'écoute pour les femmes du 3e âge. J'ai été invitée à coordonner les premiers cercles. J'ai appelé des amis, des voisines, des connaissances. Peu à peu, les rencontres se sont élargies. Nous avons fini par former un collectif. Nous avons choisi un nom simple, Maison par droit. Parce que ce qu'on m'avait pris n'était pas seulement un logement, c'était le droit de décider de ma vie. Dans cet espace, des histoires émergeaient avec une douleur contenue depuis des années. Une dame a raconté que son petit-fils avait vendu sa voiture sans demander. Une autre a dit que sa fille contrôlait sa carte de crédit et qu'elle ne savait plus combien elle recevait, toutes avec des yeux fatigués, mais encore avec un reste d'espoir. À partir des témoignages, nous avons commencé à agir. Nous avons cherché un soutien juridique gratuit. Nous avons organisé des ateliers d'autonomie financière. Nous avons produit des brochures expliquant comment reconnaître les signes d'abus patrimonial. Nous avons même créé un canal de dénonciation anonyme avec l'aide de jeunes de l'université locale. La ville a changé, les conversations ont changé. Le regard sur les femmes âgées n'était plus seulement empreint de pitié. Il est devenu respectueux. Pour la première fois, beaucoup ont pu se présenter sans avoir à justifier leur âge comme si c'était une excuse. Et au milieu de tout cela, j'ai continué ma vie. Je cousais, je vendais des gâteaux, je faisais les ongles des voisines. Le dimanche, j'aidais à la paroisse. Le mardi, je lisais aux enfants de l'école publique. Et les vendredis soirs, j'écrivais des lettres, certaines pour moi-même, d'autres pour des femmes qui m'écrivaient en retour. Philippe n'est jamais revenu. Le procès suivait son cours. Mais je ne suivais pas l'affaire avec anxiété. Je ne dépendais plus du verdict pour avancer. Ce qu'il avait fait, il le porterait avec lui. Et ce que j'avais reconstruit, personne ne pourrait plus me l'enlever. Un jour, j'ai reçu une invitation de l'université pour raconter mon parcours lors d'un cours magistral de psychologie. C'était l'ouverture du semestre. Étudiants, professeurs, personnes extérieures. La salle était comble. Je suis montée sur l'estrade dans une robe bleu marine offerte par Madame Marie, voisine et couturière, qui m'avait aidée à refaire ma garde-robe après l'internement. Je me suis tenue devant le microphone, lumière sur moi, papier avec des notes en main. Mais j'ai décidé de parler avec le cœur. On m'a traitée de folle, mais on ne m'a pas internée à cause de mon esprit. On m'a mise là parce qu'ils savaient que seule, je ne pourrais pas me défendre. Mais ce que personne n'attendait, c'est que même enfermée, je garderais allumée la lumière de ma vérité. Et cette lumière, mes enfants, ne s'éteint pas avec des médicaments, applaudissements, cris de soutien, étreintes serrées après la conférence, des jeunes qui m'ont appelé source d'inspiration, des femmes qui m'ont dit « Vous êtes le courage incarné ». Ce soir-là, je suis rentrée chez moi les jambes douloureuses, mais l'âme en fête. Je me suis assise sur la terrasse, une tasse de thé chaud dans les mains, une brise douce sur le visage, et j'ai écrit « Perdre tout est différent de se perdre soi-même. On m'a pris ma maison, on m'a refusé la parole, on m'a qualifié d'incapable. Mais j'ai persisté. Et pour avoir persisté, je suis maintenant le témoin vivant qu'aucune femme n'est née pour être réduite au silence. Nous sommes des racines. Et les racines, quand elles sont maltraitées, poussent sous la terre. Et un jour, elles brisent le sol. Lors d'une de ces rencontres, une jeune femme d'une vingtaine d'années m'a abordée après notre cercle de discussion. Timide, elle se tordait les mains comme quelqu'un qui porte un ancien secret. Madame Françoise, ma mère a vécu cela, mais elle n'a jamais eu le courage de le dire. Quand je vous ai entendu raconter votre histoire, j'ai compris qu'elle méritait aussi d'être écoutée. Puis-je l'amener à la prochaine rencontre? Amenez-la, ma fille. Ici, personne ne lui dira qu'elle exagère. Et elle l'a amenée. Sa mère, une femme aux cheveux gris et au regard méfiant, parlait à peine. Elle s'est assise tranquillement dans un coin, comme quelqu'un habitué à être ignoré. Mais en entendant d'autres voix raconter ce qu'elles avaient vécu, elle a commencé à pleurer.
des pleurs silencieux qui coulèrent de ses yeux sans demander permission. À la fin, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Je pensais que cela n'arrivait qu'à moi. » J'ai répondu « Le silence donne l'impression qu'on est seul. » Mais nous ne le sommes pas. La douleur change simplement d'adresse. C'est ainsi que j'ai compris l'ampleur du réseau qui naissait à partir d'une histoire maltraitée puis reconstruite. Dans le quartier, on m'a surnommée Madame Françoise Desmots. Des enfants venaient me demander de l'aide pour leur rédaction. Des adolescents me montraient des poèmes cachés dans leurs cahiers. Je lisais chacun avec attention. Je ne corrigeais jamais. J'encourageais seulement. Parce que j'ai appris que la meilleure façon de guérir une histoire est d'en écrire une nouvelle de ses propres mains. Une institutrice de l'école communale m'a demandé de l'aide pour monter un projet intergénérationnel. La proposition était simple, unir des élèves de l'école primaire avec des femmes du 3e âge pour échanger des lettres, de vraies lettres avec papier et stylo, sans écran, sans raccourci. J'ai accepté immédiatement. Nous avons baptisé le projet « Paroles transmises ». Les enfants écrivaient sur ce qu'ils voulaient devenir. Les femmes sur ce qu'elles avaient été. Un échange sincère, sans filtre, et les réponses arrivaient chargées d'émotions. Une petite fille de 8 ans a écrit « Je veux être courageuse comme vous quand je serai grande, parce que moi aussi j'ai peur des gens qui crient. » Ces mots m'ont transpercée. J'ai répondu « La peur, on la ressent. Le courage, c'est continuer malgré la peur. Tu as déjà commencé. » Avec le temps, le projet a pris de l'ampleur. Il a été adopté par d'autres écoles. Il est devenu un sujet dans une revue pédagogique. Et le plus beau fut de voir qu'en connectant les générations, nous guérissions aussi des blessures silencieuses que souvent nous ne savions même pas nommer. Lors d'un de ces échanges, j'ai reçu la visite d'une psychologue qui voulait mieux comprendre l'impact du récit comme instrument de guérison. Elle m'a demandé l'autorisation de suivre quelques cercles de discussion. J'ai accepté, à une condition. Ici, personne n'est un sujet d'étude. Ici, chacun est une histoire. Elle a compris. Et elle a commencé à fréquenter les réunions avec respect. À la fin de chaque rencontre, elle prenait des notes, mais n'interrompait jamais. Un jour, elle m'a prise à part et m'a dit « Vous pratiquez un type de thérapie qui ne s'enseigne pas à l'université. Elle est faite d'écoute réelle. » Ces paroles sont restées en moi. Nous avons alors décidé de créer un petit cahier intitulé « Écoute vivante ». Nous y avons rassemblé de courts récits, des réflexions, des poèmes, des notes éparses, tout venant des femmes qui participaient au groupe. Ce n'était pas à vendre, c'était à distribuer. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons imprimé 500 exemplaires avec l'aide d'une imprimerie solidaire. Nous les avons distribués dans les écoles, les centres de santé, les églises. Chaque page était une petite explosion de vérité, petite mais puissante. Avec le succès du cahier, une maison d'édition indépendante nous a contactés pour publier un recueil plus important. Nous avons passé des mois à l'organiser. Nous avons rassemblé des textes de plus de 50 femmes. La plupart n'avaient jamais rien écrit auparavant, mais en voyant leurs mots sur papier, elles se sentaient reconnues. Le livre a été intitulé « Ce qui reste de ce qu'on nous a pris ». Et pour le lancement, nous avons tenu à ce que l'événement ait lieu dans la salle paroissiale du quartier, là où tout avait commencé. Le même endroit où, des mois plus tôt, une dame timide avait levé la main pour la première fois pour dire « Moi aussi, on m'a réduite au silence ». Maintenant, elle était là, lisant son texte devant une salle comble. Sophie était présente. Elle s'est assise au premier rang. À la fin, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Maman, ce que vous avez fait avec la douleur, peu de gens y parviennent. Vous l'avez transformé en pont pour que d'autres puissent être traversés. » J'ai souri. C'est parce que j'ai été poussée dans la rivière, ma fille. J'ai dû apprendre à nager. Maintenant, j'apprends aux autres à faire de même. Ce soir-là, seule dans ma chambre, j'ai pris mon stylo et j'ai écrit « La maison qu'ils ont essayé de me prendre n'était pas faite que de briques. Elle était faite de souvenirs, d'odeurs, de recoins. Aujourd'hui, j'en construis d'autres
dans chaque histoire que j'aide à raconter, dans chaque femme qui aide sa propre voix à naître. La maison qu'on m'a prise est devenue un foyer pour beaucoup, et aucune d'entre elles n'en sera chassée. Après le lancement du livre, j'ai commencé à percevoir comment la parole, lorsqu'elle prend forme sur le papier et trouve sa portée, se transforme en outil de guérison, pas seulement pour qui écrit, mais aussi pour qui lit. Les histoires rassemblées résonnaient dans les foyers, dans les couloirs des écoles, lors des réunions familiales. Des gens qui n'avaient jamais écouté leur propre mère ont commencé à prêter plus d'attention. Des fils éloignés sont revenus. Des petites filles ont trouvé le courage de demander comment s'était passée la jeunesse de leur grand-mère. Et dans chaque rapprochement, il y avait une étincelle de ce que nous avions semé avec Maison par droit. Par un après-midi pluvieux, j'ai reçu une invitation inattendue. Le secrétariat à la culture du département voulait organiser une exposition consacrée à la mémoire féminine. Le titre « Voix retrouvée ». Il souhaitait inclure une section spéciale sur les femmes qui avaient subi des effacements institutionnels comme des internements injustifiés, des éloignements forcés et des pertes patrimoniales. Et il me demandait si j'accepterais d'être la commissaire de cette partie de l'exposition. J'ai accepté, le cœur battant. Non par vanité, mais parce que je savais que cela représentait quelque chose de plus grand que ma propre histoire. C'était l'espace de tant d'autres Françoises qui n'avaient jamais été entendues. J'ai réuni un groupe avec qui je cheminais depuis des mois, et ensemble, nous avons commencé à chercher des souvenirs. Chaque objet, chaque lettre, chaque coupure était un morceau de quelque chose qu'on avait tenté de faire taire. La machine à coudre de Madame Berthe, emportée par son fils pour ne pas gêner la nouvelle décoration de la maison. La photo déchirée de Madame Claire, oubliée dans la cave quand elle avait été emmenée à la hâte dans un foyer. Le certificat de Madame Germaine, prouvant qu'elle était encore en vie, même après que son petit-fils eut déclaré son décès pour toucher les prestations. L'exposition fut prête en 2 mois. L'inauguration eut lieu dans un centre culturel au cœur de la capitale. La salle principale était occupée par des installations sensibles, des témoignages audio et des objets soigneusement placés dans des vitrines éclairées. En entrant, les visiteurs passaient devant un mur de portraits anciens. Des femmes de différentes époques, toutes avec un regard fixe, comme exigeant d'être vues, enfin. À l'entrée, nous avons placé une plaque avec la phrase qui résumait tout. On nous a effacés de notre vivant, mais la mémoire réapparaît toujours là où on l'attend le moins. L'exposition est devenue itinérante. Elle a circulé dans d'autres villes. Elle a fait l'objet d'articles dans les journaux et de reportages télévisés. Lors d'une des interviews, on m'a demandé ce que ça me faisait de voir tant d'histoires semblables à la mienne exposées ainsi. C'est comme si chacune de ces femmes me rendait un morceau de moi-même, ai-je répondu. J'ai été nominée pour le prix départemental de la citoyenneté. Je ne l'ai pas remporté. Mais la nomination valait déjà plus que n'importe quel trophée. C'était la preuve que ce qui était silence était devenu matière de reconnaissance. Sophie m'accompagnait presque partout, mais elle respectait mes moments de fatigue. Nous avons appris, avec le temps, à maintenir nos espaces. Elle me disait toujours « Maman, je ne veux pas envahir ton chemin. Je veux en être partenaire. » Et elle l'était. Dans chaque nouveau projet, dans chaque cours donné, dans chaque groupe qu'elle formait, on voyait la marque du respect. Elle tenait à écouter, à apprendre, à apporter ce qu'elle savait pour additionner, jamais pour remplacer. Un jour, nous avons été invités à parler lors d'un forum national sur la violence institutionnelle. Nous avons partagé l'estrade avec des juristes, des médecins, des psychologues. Mais notre intervention fut la plus commentée, non pas pour les termes techniques, mais pour la vérité crue. Nous avons raconté, sans phare, ce que c'est d'être arraché de sa propre maison et d'être traité comme un problème. Et comment, malgré cela, il est possible de transformer cette douleur en fondation. Après l'événement, une juge s'est approchée. Elle m'a serré fort dans ses bras et a dit « Vous m'avez fait penser à ma mère. Je vais rentrer chez moi aujourd'hui
Elle écoutait vraiment pour la première fois depuis des années. Ces choses-là, on ne les oublie pas. Au fil des mois, nous avons créé une émission de radio locale, hebdomadaire. 1 heure d'histoire racontée par des femmes de la ville. Elle s'appelait « Sur la fréquence de la vie ». Et chaque épisode était une courte pointe cousue de voix, de mémoire et d'affection. Les auditrices téléphonaient, envoyant des lettres. Certaines se présentaient à la porte de la radio juste pour dire merci. Et dans chaque retour, il y avait la confirmation. Raconter, c'est guérir. Je me suis renforcée. J'ai recommencé à fréquenter les messes plus régulièrement. J'ai créé un groupe de lecture biblique entre femmes. L'idée n'était pas seulement de prier, c'était de réfléchir sur des passages oubliés, ce qui montre que la foi est aussi dénonciation, aussi résistance. Une des femmes, Madame Hélène, m'a dit un jour « Françoise, vous m'avez appris que la justice fait partie de la spiritualité, que Dieu ne veut pas le silence de ceux qui souffrent. » Ces paroles m'ont profondément touchée. À la paroisse, nous avons réussi à organiser une campagne d'aide juridique gratuite pour les femmes en situation de vulnérabilité. Nous avons trouvé des avocats, des stagiaires et avec l'aide de partenaires, des billets pour celles qui devaient se rendre aux tribunaux dans d'autres villes. Nous avons créé un canal de signalement direct avec le procureur. Tout était documenté, tout dans la transparence. La première année, nous avons réussi à annuler 7 mises sous tutelle abusive. Et nous avons rendu leur autonomie à 7 femmes qui avaient été traitées comme incapables simplement parce qu'elles vieillissaient. Pour le 3e anniversaire de ma sortie de la clinique, nous avons organisé une grande rencontre. Des femmes de diverses régions sont venues. Certaines, je ne les connaissais que par lettres, d'autres par vidéo. C'était comme si de vieilles amies se rencontraient pour la première fois. La salle communale était trop petite. Nous avions de la musique, de la nourriture préparée par nous-mêmes, des déclamations de poèmes et des lectures émouvantes. Sophie a ouvert l'événement par un remerciement. Quand ma mère a retrouvé le droit de vivre en liberté, elle ne l'a pas gardé pour elle. Elle a ouvert la voie pour nous toutes. À la fin, on m'a demandé de dire quelques mots. Je suis montée sur la petite scène improvisée. J'ai respiré profondément et j'ai dit « On m'a traité de folle pour me déstabiliser. Aujourd'hui, je marche fermement sur ce que j'ai construit avec vérité. Et je dis à chacune ici, notre histoire vaut plus que n'importe quel titre qu'ils essaient de nous coller. Nous sommes entières, même quand ils tentent de nous briser. Elles m'ont applaudi debout. Ce soir-là, avant de m'endormir, j'ai écrit « Je n'ai pas eu le choix quand ils ont essayé de me faire taire. Mais maintenant, chaque pas que je fais est mon choix. Et tant qu'il y aura un espace pour raconter, je continuerai à parler. Pour moi, pour nous, pour toutes. » La rencontre des femmes, qui avait commencé avec une salle modeste et un cercle de chaises, était maintenant devenue un événement fixe dans le calendrier culturel de la ville. On l'appelait la fête des voix, mais il n'y avait pas de musique forte, ni de feux d'artifice. La fête, c'était les retrouvailles, l'étreinte, le partage de paroles qui était de rester coincé dans la gorge depuis trop longtemps. Chaque édition rassemblait de nouvelles histoires et aussi des revisites des anciennes, toujours actualisées par des regards renouvelés. On dit que la pire forme de solitude est celle qui survient quand on est encore entouré de gens. Mais personne ne parle de la douleur d'être rejeté par celui à qui on a donné la vie, d'être étiqueté comme folle, non pas pour avoir perdu la raison, mais parce que quelqu'un veut vous prendre tout ce que vous avez construit. Et dans mon cas, tout ce que j'ai construit l'a été avec du sang, des points de couture et des larmes. Et pourtant, mon propre fils a voulu effacer mon histoire pour garder ce qui m'appartenait. Avant de continuer, j'aimerais vous demander, dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez. C'est important pour moi de savoir jusqu'où cette histoire va porter. Et si vous sentez que, d'une façon ou d'une autre, cette histoire vous touche, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules. Je m'appelle Madeleine. Je suis née à la fin des années 50 dans un petit village près d'Aurillac, dans le Cantal. Un coin modeste
mais plein de voisins qui prenaient soin les uns des autres. J'ai grandi en voyant ma mère élever 8 enfants avec une main à la casserole et l'autre au lavoir. J'ai appris très tôt à faire plus que ce dont j'étais capable. À 10 ans, je cuisinais déjà pour mon père. À 12 ans, je m'occupais de mes frères et sœurs. À 15 ans, je cousais des robes pour les femmes du village. À 17 ans, je suis tombée amoureuse d'un homme qui disait vouloir m'emmener loin de là. Il l'a fait. Mais il a aussi emporté ma paix. Dans les années qui ont suivi, je suis devenue mère de 2 fils. L'aîné s'est perdu très tôt dans la drogue, et le plus jeune, Thomas, a toujours fait ma fierté. Intelligent, il parlait bien, avait de bonnes notes. Je disais ce qu'il deviendrait médecin. J'ai tout fait pour lui. J'ai cousu pendant des nuits entières pour payer ses études. J'ai vendu des tartes sur le marché. J'ai fait des collectes avec les voisines pour acheter son premier costume. Quand son père est parti, ou plutôt a disparu, c'est Thomas qui m'a tenu la main. Il me disait qu'un jour, il me donnerait le monde entier. Je le croyais, parce qu'une mère croit. Avec beaucoup d'efforts, j'ai réussi à acheter ma maison dans la périphérie de Lyon. Elle était simple, mais avait un jardin, 2 chambres, une cuisine aérée. C'était mon château. Et tout le monde savait à quel point j'en étais fière. Chaque carreau, chaque plante, chaque fissure, tout y racontait une partie de ma vie. Et c'est justement ce foyer qui est devenu la raison de la plus grande trahison que j'ai jamais vécue. Thomas a grandi, a fait des études, a trouvé un bon emploi. Il était toujours occupé. Mais il venait toujours me rendre visite, même à la hâte. Il apportait une baguette de la boulangerie, s'asseyait au bord de la chaise, demandait comment j'allais et repartait vite. Je faisais semblant que ça ne me faisait pas mal. Mais ça faisait mal. Parce qu'au fond, on sent quand on commence à devenir visiteur dans sa propre maternité. Un jour, il a commencé à parler de sécurité. Il a dit que le quartier était devenu dangereux, que ma mémoire était défaillante, que j'oubliais les casseroles sur le feu. Il a dit qu'il était dangereux que je reste seule. J'ai dit que j'allais bien, que ma tête fonctionnait encore correctement, que ma maison était la mienne. « Maman, tu n'es plus aussi lucide que tu le penses, » dit-il, d'une voix trop douce pour être sincère. À partir de ce jour, tout a commencé à changer. De petites confusions ont commencé à apparaître. Je laissais la clé au mauvais endroit et le lendemain, elle réapparaissait sur la porte. Le robinet du lavoir restait ouvert, des lumières allumées au milieu de la nuit. J'ai pensé que c'était de la fatigue. Mais aujourd'hui, en regardant en arrière, je comprends. Tout était planifié. Thomas a commencé à venir moins souvent. Mais quand il venait, il apportait toujours un ton d'inquiétude forcée. Une fois, il est arrivé avec une jeune femme qu'il a présentée comme psychologue. Elle m'a posé des questions étranges, notait tout, me regardait comme si j'étais une espèce exotique. « Madame Madeleine, entendez-vous des voix ? Seulement celle de France Inter, ma petite. Elle n'a pas ri. Elle a juste noté. » Après cela, j'ai reçu la visite d'un médecin. Il m'a à peine examiné, mais a aussi pris des notes. Je ne comprenais rien. J'obéissais simplement, parce que j'ai grandi ainsi, en obéissant à ceux qui se disaient plus instruits. Quelques semaines plus tard, on m'a appelé pour une consultation de routine. Thomas m'a emmené dans une voiture qui n'était pas la sienne. Nous sommes entrés dans une clinique blanche, froide, qui sentait fort l'eau de Javel. On m'a demandé d'enlever mes chaussures. On m'a fait signer un papier. Et là, à ce moment, sans que je m'en rende compte, j'ai signé ma propre sentence. J'ai été internée, sans avertissement, sans explication, sans choix. J'ai passé les 2 premiers jours dans une chambre blanche, sans fenêtre, sans horloge. On m'a donné des médicaments pour dormir. Je n'arrivais pas à comprendre. Personne ne m'expliquait rien. Quand je posais des questions, on me disait que mon fils avait autorisé. Quand j'essayais d'appeler, on me disait que mon état émotionnel ne permettait pas de contact. J'ai crié, j'ai pleuré, et personne ne m'a entendu. Ils me regardaient
comme si j'avais vraiment perdu la raison. Mais la seule chose que j'ai perdue, c'est la confiance en celui que j'aimais le plus. Peu à peu, j'ai compris où j'étais. Ce n'était pas une maison de repos, comme Thomas me l'avait dit quelques semaines auparavant, quand il essayait de me convaincre de quitter la maison pour quelques jours. C'était un hôpital psychiatrique, un de ces endroits que beaucoup de gens font semblant de ne plus exister. Mais ils existent, et à l'intérieur, les voix sont étouffées, les regards décrédibilisés et les douleurs traitées comme des exagérations. Le premier jour, on m'a donné un bracelet avec mon nom. Le deuxième, on m'a enlevé mes boucles d'oreilles. Le troisième, on m'a emmené dans une salle où un homme en blouse blanche m'a posé des questions en griffonnant sur un bloc. Il ne me regardait même pas dans les yeux. Il ne faisait que noter, comme si ma parole était un bruit de radio mal réglé. « Savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» Mon fils a dit que c'était juste une consultation. « Votre fils vous a amené avec une demande judiciaire de mise sous tutelle, Madame Madeleine. » Mise sous tutelle. Ce mot a résonné en moi comme une sentence. Je n'ai pas compris immédiatement. J'ai demandé qu'on m'explique. Il a croisé les bras, m'a regardé fixement comme s'il allait enseigner l'alphabet à un enfant. « Vous avez été déclaré inapte à prendre soin de vous-même. Votre fils est maintenant votre tuteur légal. » Tuteur. Joli mot pour quelqu'un qui contrôle désormais tout.